Nous sommes désormais ravis d'accueillir Daniela Jacob-Pinto et Ariane Temkin pour cette deuxième intervention de la matinée. Daniela Jacob-Pinto est sociologue et anthropologue. Elle prépare actuellement une thèse en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS, portant sur la violence politique et sur les formes de résistance et de réparation qui lui répondent. Diplômée de l'ENS de la rue d'Ulm et de l'EHESS, Ariane Temkin est docteure en études culturelles et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Aix-Marseille. Ses travaux portent sur le cinéma d'animation Disney, qu'elle analyse depuis une perspective critique, sensible aux intersections de genre et de race. Dans la continuité de leur recherche universitaire, Ariane et Daniela pratiquent le tirage de cartes depuis près de 10 ans. Leur approche du tarot s'inscrit dans un positionnement féministe, politique et éthique qui les conduit à interroger les rapports d'autorité, qu'ils soient individuels ou collectifs, ainsi que les formes d'émancipation que peut ouvrir la cartomancie. Hier, dans le cadre du symposium, Ariane et Daniela ont animé un atelier d'initiation au tarot, pensé comme un moment d'expérimentation collective. À rebours d'une lecture déterministe et prédictive des cartes, elles ont invité les participants et les participantes à concevoir le tirage comme un lieu d'exercice de la liberté et de création d'une communauté d'interprétation. Aujourd'hui, elles vont lire quelques extraits de leur texte « Des cartes sans destin, réflexion pour une cartomancie critique » coécrit en 2024. Elles y exploreront le tarot comme un artefact magique, un exercice herméneutique, un lieu où se fabriquent des futurs possibles et désirables. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va commencer par la lecture d'un texte qu'on a écrit pour la TILIA l'année dernière. Les cartes sans destin, cartomancie critique. À la volée, figures et paysages plastifiés glissent sous ses doigts. Une reine détrônée chevauche une roue. Le pendu suce lasse des bâtons. Il renverse des coupes pleines qui s'épanchent dans un jardin, puis dessine un ruisseau qui guide des yeux bandés hors d'un cercle d'épée. Ça disparaît encore. À cheval, on traverse des plaines, des montagnes. Puis les raies du soleil choquent un mur de cauchemar. La lame d'une épée s'enfonce dans sa paume sans que le sang ne coule, sans que nul stigmate ne blesse ses mains. Les cartes se choquent, se frottent, se caressent sous ses doigts. Une carte gicle hors de ses mains, un regard oblique, histoire de savoir ce qui t'échappe. C'est un petit poisson qui frétille sur le tapis. Et tu ris un peu gêné et tu te penches pour ranger la carte dans la gueule d'un lion. Tu appréhendes lorsque elle te tend le jeu. Tes doigts sont légèrement crispés. Lorsque tu prends les cartes, de la sueur entre tes doigts, tu te cramponnes au jeu comme à une bouée qui t'éviterait de naufrager dans un espace à vous seulement possible. Tu dis que tu ne sais pas les battre, elles, les cartes, qu'il faut t'excuser si tes mains ne savent pas manier avec fluidité coupes et deniers, pape et diable. Elle te répond que ce n'est pas une histoire de technique, mais d'empreinte, de peau à carte, de main papier fluide comme de l'eau. Tu t'absorbes, sérieuse, appliquée dans le bien répartir des cartes qui tromperait la fatalité, conjurerait le mauvais sort, ferait s'évanouir les fantômes, des gestes énergiques, décidés, bien intentionnés et forcément maladroits. Puis plus caressants à mesure que tu oublies la façon dont il faudrait les battre. Enfin, tu sens leur pouls pulser sous tes doigts. C'est bon, tu lui tends le jeu. Mieux qu'un croupier, elle les étale d'un geste entre nous sur le tapis de feutre comme Casino, 78 motifs identiques mais diffractés, certains complètement dissimulés quand d'autres font le gros dos. Tes doigts effleurant la surface. Il faut choisir, deviner l'endroit depuis l'envers, espérer les as, les coupes, la bonne fortune du cœur. Est-ce qu'il faut croire que les plus visibles sont celles qui se présentent à toi, t'appellent, ou au contraire faudrait-il s'aventurer dans les abysses, repêcher les naufragés pour aller exhumer les secrets, le dessous des cartes. Main gauche, tu prends ton temps. 6 à la suite, ses ongles caressent l'envers avant de les retourner.
Les paysages incohérents sous vos yeux, un clair de lune et des épées, du sombre à l'horizon, le dispute à l'aube en fond de carte. On n'y voit rien, mais tout parle une langue ancienne. L'énigme pour vous deux à déchiffrer. L'avenir n'existait pas. Néanmoins, il peut se glisser dans les cartes. L'avenir n'existait pas, dit-elle. Néanmoins, il peut se glisser dans les présents, oscillant comme une ligne jusque dans les cartes. L'avenir n'existait pas. On peut refuser ce que les cartes indiquent. Ou, parfois, la ligne qu'elles tracent peut prendre les dessous sur nous. Le tarot est une pratique controversée. Certains la qualifient de charlatanisme, de superstition, tandis que d'autres, séduits par la capacité des cartes à révéler des éléments de la vie des seuls qui consultent, peuvent être sous l'impression que le tarot offre la possibilité de prédire l'avenir. En effet, certains cartomanciens vendent à des consultantes des tirages prédictifs, des parcours de joie ou malheur déjà tracés. Et voici l'expérience complexe que propose le tarot. L'avenir n'existe pas, car il est toujours en construction. Cependant, des éléments de l'avenir peuvent parfois se manifester lors des tirages. Ces faits qui nous semblent d'une importance capitale est ce que nous tenterons d'aborder dans ce texte. Comment, si l'avenir n'existait pas, peut-il parfois se manifester dans les cartes? Comment utiliser le tarot d'une manière qui ouvre le futur que la consultante souhaite, plutôt que de l'enfermer dans un destin déterminé par la cartomancienne? Dans ce texte, nous déploierons cet appui afin de trouver des points de fuite pour que s'épanouisse la liberté de la consultante. Avant de commencer, il est nécessaire d'expliciter d'où nous parlons. La connaissance que nous avons du tarot s'est acquise à travers plusieurs années de pratiques de tirage, pour les autres ou pour nous-mêmes, ainsi que des discussions autour des cartes et des pratiques ésotériques. Nous présenterons ici des réflexions qui ont mûri progressivement, en observant également les effets que le tarot a pu avoir sur nos propres vies et sur celles des personnes avec lesquelles nous avons pratiqué les cartes. Des effets aussi bien positifs que négatifs. Cette pratique est aussi intimement tissée d'un positionnement politique qui entend questionner les rapports et les prises d'autorité collectives, comme individuelles. Le tarot peut servir comme un outil de pouvoir. Ici, on cherche à proposer des façons de désamorcer les rapports de force qui y apparaissent. Et est-il possible d'avoir des pratiques anti-autoritaires du tarot? La réponse n'est pas donnée. Et qu'il y a une structure de savoir inégale dans les cartes entre la cartomancienne et la consultante est presque inévitable. Mais cette dissymétrie ne représente pas, à nos yeux, le cœur du problème. Apprendre des autres peut être libérateur. Tout dépend de la façon dont ce savoir est converti, ou non, en pouvoir pour ou sur les autres. Comme tant d'autres espaces fantasmatiques, l'avenir peut être le lieu d'une emprise. À travers les années, nous avons observé des personnes s'autonomiser grâce au tirage reçu, les utilisant comme source de sécurité et de confirmation de leurs décisions. On a aussi vu d'autres personnes, au contraire, s'enfermer dans une relation de dépendance envers le tarot, et parfois envers leur cartomancienne aussi, en fouillant leurs propres responsabilités. Dans le tarot, la question de l'avenir est liée à celle de la construction du sens dans le moment, l'espace et la relation que noue le tirage. Dans le tarot, l'avenir serait une pratique relationnelle d'interprétation. À chaque tirage, les significations potentielles des arcanes sont actualisées, limitées et amplifiées par le dialogue qu'elles tissent sur la table avec les autres cartes et dans le dialogue entre la cartomancienne et la consultante. Le sens advient au croisement de la place de la carte, de sa relation aux autres cartes, de l'histoire qu'elle tisse. Les regards des personnages nous révèlent des liaisons, pensées et désirs que la consultante ou des personnes de son entourage portent envers elle. La magie, la possibilité de
manipuler l'avenir s'ouvre dans l'espace entre deux consciences, celle de la consultante et celle de la cartomancienne. Pour cette raison, nous recommandons de tirer les cartes à plusieurs, davantage que seul. La voix matérialise un portail. Parler des cartes, décrire les images, de la même façon que décrire un rêve en multiplie les significations, permet de donner davantage de relief aux cartes que la pratique solitaire. Le tarot est un art de l'interprétation, un exercice herméneutique, et le sens y est toujours en mouvement. Chercher à prédire l'avenir reviendrait à les renfermer comme un espace possible, ainsi qu'un figer les cartes dans un sens univoque. L'avenir certain est le fruit d'une lecture ratée, partiellement nocive pour la personne qui la consulte. Par contre, le tarot peut servir à faire exister un avenir qui, comme le sens, est à maintenir ouvert. Le tarot est aussi un portail qui permet d'ouvrir une brèche entre le passé, le présent et les futurs possibles, de voir ces temporalités entrelacées les unes dans les autres, car une fois les cartes tirées, il affecte les décisions que prend la consultante, tout comme il affecte la perception de son passé. Rêver de prédire l'avenir présuppose que celui-ci serait déterminé, écrit, et que les cartes permettraient de révéler un temps figé. C'est ce que l'on pourrait appeler une conception déterministe du futur, une version linéaire du temps. Si le temps a bien des lignes, il en a plusieurs. Selon les décisions prises dans la vie, la consultante libère une ligne temporelle différente avec ses propres possibilités et périls. Le tarot mobilisé dans ce cas peut agir comme un vaisseau pour explorer des lignes de temps possibles, voire comme une machine génératrice de futur. Peut-être qu'on lit ça. Un château des cartes. Des l'As au 10, du 1 au 21. Les chiffres induisent une succession, progrès ou régression. Du valet au roi, les différences des statuts appuyées par celles d'âge et de genre contient aussi l'idée d'une évolution nécessaire, mais d'une hiérarchie figée. Ces différences de pouvoir sont pourtant désignées comme les fruits d'un ordre social, féodal, et non d'un ordre naturel. Les tarots héritent et reflètent une structure sociale inégalitaire, en partie appuyée par l'hypothèse d'un temple linéaire. Si ces représentations existent et ordonnent les jeux, dans le même temps, le format des cartes produit un effondrement de cette structure par l'intérieur. Un château des cartes, ou royaume des cartons, une structure sociale dépaissée en petites unités, aussi dramatiques que dérisoires, des rois sans royaume, des reins sans cour, des cavaliers sans bataille, la lisibilité du temple linéaire renversé du 8 au 6 en passant par les 4, avant de bondir au 13. À chaque brasse, les hasards qui s'emparent des mains des joueuses fait voler la structure en éclats. Les tarots tiennent autant de chaos que de l'ordre. Sous son air bien rangé, classé en suite et en couleur, les tarots est joueur et se moque de notre désir de cohérence, de causalité, d'histoire linéaire, de notre envie de raconter des suites logiques, de vivre des histoires rassurantes, découpées en début, milieu, fin. L'existence et la liberté des autres, tout comme les hasards interviennent et déraillent quotidiennement notre besoin de logique, notre désir fictif d'omniscience. La structure sociale qui apparaît dans les cartes est factice. Les images contiennent des points de fuite qui permettent de défaire les significations fixes qu'on pourrait donner aux cartes. Pensons au tarot de Marseille, qui contient des valets, qui peuvent être vus initialement comme des sommes cisgenres. Du moins, c'est ce que le nombre des cartes nous amène à penser. Les valets de coupe, avec ses cheveux longs et son verre levé, peut être aussi bien un homme cisgenre qu'un enfant, une femme, une folle, un mec trans, ou même une butch. De même, l'ange de la tempérance ou celui qui surplombe les amoureux sont dépourvus de genre. Sans chercher à représenter ces formes de minorité et de différence, le tarot leur permet d'exister dans les interstices de l'interprétation. Les cités dépendent largement du critère de la personne qui lit les cartes. Il existe donc dans les tarots un code symbolique qui dissimule la présence de plusieurs langages, à la fois présents et secrets. Les images cristallisent des idées et des formes reprouvées par la mentalité hégémonique,
mais qui peuvent s'exprimer dans l'espace du tirage. Le tarot garde en lui un germe qui ouvre la possibilité d'invoquer avec ces cartes quelque chose qui va au-delà de la structure sociale, perceptible et son ordre, d'où visible aussi. Dans les cartes, deux conceptions du temps, opposées et complémentaires se dialectisent. Les temps linéaires, entremêlant progression et destruction, construction, trajet, vieillissement, travail productif, et les temps cycliques de la répétition. Ce sont apprentissage, schéma relationnel, travail reproductif. Éternel retour ou fuite en avant, prise isolement, chacune de ces temporalités est un impasse, un arrêt, une mise à mort. La terreur de la pure répétition, c'est le 9 d'épée, quand le 8 de denier s'est tiré parti du quotidien comme exercice. Un même principe génère des affects différents, voire opposés, selon notre manière de nous y rapporter. Le tarot est l'art de se tenir en équilibre entre la flèche et la roue du temps, un exercice de pure présence à soi, à l'autre, à son désir comme puissance de manifestation. À la crête de ces deux principes temporels, le tarot est un portail qui permet d'entrevoir le futur potentiel depuis un présent ouvert, la promesse d'un voyage quantique. Les figures du tarot permettent de ressentir les flux énergétiques qui éblouissent au présent. Le tarot est le sismographe de leur pulsation. Les cartes portent aussi le deuil des futurs qui n'ont pas été choisis ou qui nous ont été arrachés, distillant leur propre mélancolie. Maintenir les futurs ouverts a aussi pour conséquence d'envisager le passé comme un lieu de perpétuelle recomposition. Changer le passé n'est pas qu'une formule magique. Si certains faits, blessures, traumatismes individuels comme collectifs et intergénérationnels ne s'effaceront jamais et qu'il n'est pas question de les oublier, notre manière de nous y rapporter pour y chercher force ou faiblesse est encore en constante évolution. On peut trouver une forme hégémonique de recomposition du passé et ses traces dans la psychanalyse, une pratique parfois magique et télépathique qui vise libérer la patiente de ses symptômes traumatiques. Comme la plupart des artefacts magiques, le tarot est un instrument gris avec une énergie mais dépourvu d'essence, ni bon ni mauvais. Son orientation dépend très largement des intentions mises dans le tirage ou encore du type de magie recherchée, divinatoire comme prédiction de l'avenir, psychologique comme un voyage à l'intérieur d'archétypes ou quantique comme une exploration des lignes temporelles. Cependant, et malgré ce qui plane dans l'air du temps autour des bonnes intentions, on sait ici que l'enfer en est pavé. On peut trébucher le cœur léger. Il ne suffit pas de bien vouloir, le soin, l'émancipation, de se représenter à soi-même comme sur la bonne voie. Aucun reflet avantageux ne peut nous prémunir de nous-mêmes avec certitude. Nul développement personnel n'étanchera les contradictions qui nous agissent. Si l'on vit sous l'hypothèse communiste d'un mal systématique, alors on ne peut espérer s'en séparer radicalement dans l'état actuel du monde et tout futur doit se désirer depuis un présent lucide. Comme nous l'enseigne Roberto Bolaño, à chaque jour, nous vivons au milieu des crimes, liés autant au système économiste et capitaliste qu'à la misogynie et au racisme de la société. Nos consciences en sont traversées. L'idée d'intention présuppose en effet une conscience pleine, l'idée d'une maîtrise ou d'une clarté à soi-même depuis longtemps balayée par la psychanalyse et qui, bien avant ça, sous toutes les latitudes, n'a jamais eu cours en magie. Dans les cartes émerge aussi ce que l'on ne souhaite pas voir. L'intention est une parcelle de soi qui, prise pour le tout, aveugle ni la complexité de la psyché humaine, l'ambivalence de nos désirs, l'omniprésence du mal ou encore notre part de nuit, comme dirait la romancière argentine. Pour boussole, on pourrait rechercher une pratique responsable plutôt qu'innocente. Dans l'omniprésence et l'opacité qui nous constituent, on ne peut que recommander d'agir avec cœur, dans un désir d'émancipation propre et d'autrui. Pour agir avec cœur, nous comprenons le fait de procéder depuis la connexion à soi-même, qui permet de se sentir à soi et aux autres, sans faire de définition exacte ou aspirer à une transparence de la conscience. Ouvrir avec les cartes un portail entre deux personnes requiert beaucoup d'énergie.
Et si vous avez choisi d'en ouvrir un, autant le faire avec cœur pour une pratique aimante. Pour nous, la pratique aimante pourrait aussi venir du sentir instantané dans le tirage, de reconnaître et laisser la place à la consultante, mais aussi de voir le message des cartes avec compassion et sans fatalité. L'émancipation comme ligne de mire, mais pour que l'horizon ne se transforme pas en mirage, gardez en tête que l'asymétrie, même temporaire, est fondatrice de l'acte d'interprétation des cartes et que le tarot peut ouvrir sur des zones obscures. Comme l'amour, le tarot est un air du clair-obscur. Et si vous vous prenez les pieds dans le tapis, il sera toujours prendre d'apprendre à le réparer. La pratique du tarot. Ici, on liste des usages des cartes qui fonctionnent pour nous. Il y a entre les tarots et le langage parlé un lien pas évident, mais étroit. Les tarots fonctionnent par invocation. Les mots des questions posées aux cartes doivent être prononcés, de préférence à voix haute, mais les prononcer clairement dans l'esprit fonctionne à son tour. Les tarots répondent aux demandes qu'on lui formule. Il faut les poser avec exactitude pour pouvoir ensuite interpréter les cartes avec précision. Il existe une différence importante entre demander vers quoi tendre une situation ou demander où elle est née. Il y a aussi une responsabilité de la cartomancienne au moment de faire des lectures pour d'autres. L'opacité du tarot et sa difficulté d'interprétation pour celles qui ne connaissent pas les cartes peuvent créer un rapport dissymétrique entre les deux personnes. Également, on conseille de demander à la consultante d'énoncer ses ressentis autour de ce qui est dit lors du tirage. Cela peut servir à dissiper l'idée de que la cartomancienne est infaillible dans ses interprétations. Assumez que le pouvoir existe et qu'il existe un accès subjectif aux significations portées par les cartes est le premier pas pour désamorcer ces rapports de force. Parfois, se confronter aux cartes produit de la peur chez des consultantes, mais les cartes ne sont pas à craindre, plutôt la cartomancienne et sa pratique. Nous mettons ici quelques lignes éthiques et politiques comme conseil pour l'usage des cartes. Certaines pratiques qui nous paraissent importantes d'éviter dans l'usage des cartes pour le soin de soi et des autres. Si un tirage est public, celui-ci doit se faire avec l'accord de toutes les personnes impliquées. Comme en tant que cartomancienne, on déconseille de tirer les cartes pour des personnes avec lesquelles on a des relations amoureuses. On assume que les désirs de la cartomancienne est autant pris dans les cartes que celle de la consultante et le brouillard peut causer des dommages. Cet interdit nous paraît plus structurant qu'inhibant. Confier à la cartomancienne la responsabilité de son propre désir en lui demandant de répondre via les cartes pour nous à une question épineuse nous décharge sur l'autre de notre responsabilité face aux actes qui nous engagent. Tirer plusieurs fois sur la même question sans avoir laissé le temps des premiers éléments de réponse offerts par les cartes infuser notre vie est également déconseillé. Courir après une réponse certaine, demander une confirmation pour se rassurer ou s'angoisser si la réponse n'est pas attendue. Chercher à tirer les cartes pour deviner les intentions d'autres personnes ou pour consulter l'avenir d'autres personnes. Il faut dire que cela est inutile. Le tarot nous trompe toujours quand on le consulte autour de questions qui ne nous concernent pas. On suppose que les cartes nous renvoient à l'obscurité de notre pulsion voyeuriste, de notre désir de contrôler une situation qui nous échappe, d'influencer une liberté qui n'est pas la nôtre. Tirer le tarot plusieurs fois par jour avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre des décisions quotidiennes, peut nous empêcher de nous ancrer à nous-mêmes, à nos envies et à la réalité que nous voulons créer. Ces pratiques du tarot nous rendent irresponsables sur notre avenir, nous éloignent de la faculté de choisir et créer les futurs qu'on souhaite. La seule chose sur laquelle nous avons effectivement un pouvoir, bien que partiel, demeure nous-mêmes, nos décisions et nos choix. Le tarot peut aussi servir d'élan pour créer de nouveaux parcours et mobiliser l'énergie dans nos vies. Le tarot peut aussi nous montrer qu'une relation est abusive. Le fait de les voir représentés dans les cartes, d'en discuter avec la cartomancienne, peut nous aider à élaborer des idées que nous n'avons pas encore formulées.
nous permettant ainsi de sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Le tarot peut être envisagé comme une méthode permettant de prendre des décisions avec une perspective plus vaste, de comprendre les effets que nos actions ont sur notre réalité personnelle. Ainsi, il peut constituer un outil puissant pour exercer notre liberté et pour créer l'avenir qu'on désire. Merci beaucoup Daniela et Ariane pour cette très belle lecture. Est-ce que vous avez des questions au sein du public ? Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment très stimulant, ce cadrage éthique et politique de cette pratique. Alors moi, j'avais des questions un peu peut-être générales. Et désolée, elles sont peut-être trop vastes. Mais déjà, je me demandais dans ce cadre de pensée-là, où se situe en fait Vous parlez beaucoup de réempuissancer, de re-empowerment les personnes qui tirent les cartes. Et je me demandais où en fait était véritablement l'agentivité, si c'est vraiment... puisque ça va aussi avec une critique du sujet moderne, de l'individu qui n'est pas transparent nécessairement à lui-même, et que en fait, on est aussi agi par des forces extérieures, que ce soit les désirs inconscients, que ce soit aussi des forces peut-être plus cosmiques, matérielles. Et donc je me demandais comment... Et peut-être les cartes aussi ont une agentivité, donc je me demandais un peu où était pour vous voilà, cette notion d'agentivité et le centre de l'action. Et aussi peut-être la question que j'avais, c'était donc faire en tout cas un usage politique des cartes, ou en tout cas d'encadrer éthiquement et politiquement pour défaire les structures sociales hiérarchiques et les asymétries de pouvoir qu'il peut y avoir dans cette pratique. Mais est-ce que cette pratique, elle peut être aussi au service de la révolution peut-être, dans la mesure où, là on parle beaucoup des cartes comme peut-être orientant nos décisions personnelles dans nos vies, notre travail, nos relations amoureuses, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi faire un usage... ou avez-vous un usage aussi des cartes, peut-être, je dirais, d'une sorte d'action collective plus aussi historique. Et merci pour ces questions. Et je pense que vous touchez à des enjeux qui sont assez importants. En relation à l'agentivité, bien sûr, les cartes, elles sont leur propre agentivité. Et aussi, on est dans un monde qui est déjà structuré et qui nous apparaît un peu fermé. L'idée qu'on a, c'est précisément d'utiliser les cartes pour ouvrir cette fermeture du monde, mais aussi en laissant les cartes agir sur nous. Au moment, comme on disait hier dans l'atelier, je pense que vous étiez là, et quand on tire les cartes, on laisse les cartes aussi affecter l'avenir. Et on accepte aussi de co-créer l'avenir avec les cartes. C'est pour ça aussi que le jeu de tarot qu'on utilise pour tirer les cartes est si important. Parce qu'ils sont des différents charges, des différents dessins. Ils nous font penser à des différentes choses. Et votre deuxième question, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pense tout à fait possible. Et c'est là aussi qu'il y a l'idée de faire des tirages collectifs. C'est aussi l'idée de collectiviser des enjeux qui sont intimes, ou qui sont censés être intimes, entre guillemets. Et le fait de mettre des enjeux intimes à une discussion collective, ça change déjà les termes de la discussion. Là, je pense que pour faire des tirages politiques, c'est quelque chose qui a encore été créé, mais ça pourrait être très intéressant et une perspective dans l'avenir pour les tarots. Oui, mais là-dessus aussi, je pense que c'est pas quelque chose qui se déciderait à deux. Enfin, je veux dire, je pense que la position autoriale qu'on a dans ce texte, enfin, en tout cas, moi, je ne l'utiliserai pas pour
comment dire que... Enfin, dire que ça peut ou ça devrait être quelque chose de révolutionnaire. Enfin, je pense que c'est une pratique. Enfin, c'est pas une chose que moi je figerais au niveau du discours. Enfin, en tout cas, à mon avis. Et c'est surtout quelque chose qui se décrète collectivement. Et donc, du coup, c'est pas à mon avis, c'est aussi pas forcément notre position. Enfin, voilà. Là, on a un texte qui est une éthique qui, je pense, peut s'endosser depuis une position autoriale pour quelque chose qui serait un traité politique. Enfin, moi, je n'irais pas là-dedans. Voilà, personnellement aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai une question sur votre rapport au partage de cette position de pouvoir que vous avez très bien présentée et qu'on comprend aussi, que vous tâchez d'égaliser ou voire de subvertir dans la relation de la tireuse, de la cartomancienne à la consultante ou au consultant. Et du coup, je serais intéressée de savoir à quel niveau vous vous engagez dans le partage de cette connaissance-là, même si on comprend bien qu'elle se crée dans la pratique et de manière personnelle. Mais est-ce que peut-être que le fait qu'il y ait eu un atelier hier et une partie de la réponse n'y était pas, donc je suis navrée, mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Est-ce que le partage de cette pratique à viser, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais pédagogique ou de partage, en tout cas, est quelque chose qui vous anime régulièrement ? Est-ce que ça fait partie de votre pratique ? Pas pour l'instant. Je pense que c'est une chose qu'on a envie de faire et qu'on a envie de partager cette pratique qu'on a créée ensemble, mais aussi avec d'autres personnes qui ont tiré les cartes avec nous à travers ces années. Et je pense qu'Ariane pourra dire plus, mais les textes qu'on a écrits, c'est un peu les premiers gestes de partager, de donner ça aux autres et de voir aussi qu'est-ce que les autres personnes vont faire avec et comment des autres personnes vont rebondir. Et c'est la première fois que moi, personnellement, j'ai fait un atelier. Je pense que c'est la première fois. Ah non. Mais je pense que c'est une expérience que je voudrais répéter aussi parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui se créent. Ça crée beaucoup de liens collectivement, le fait de tirer les cartes ensemble. Et c'est très beau de voir ça s'amorcer. Oui, je pense que le fait qu'on ait donné cet atelier hier, c'est, comme vous l'avez dit, une partie de la réponse. Moi, j'avais déjà donné des ateliers, mais pas dans cette structure-là. Et oui, c'est quelque chose qu'on serait intéressé à pouvoir refaire ou reprendre. Et aussi parce qu'à chaque fois, selon les groupes et les personnes qui sont là, c'est jamais exactement la même forme. Effectivement, mais le texte est aussi l'amorce d'une réflexion qu'on espère... qui pourra s'approfondir avec le temps et les rencontres. Si la dimension interpersonnelle n'est pas, pour rebondir sur la question sur est-ce que on pourrait faire des tirages politiques, est-ce que le fait d'avoir expérimenté hier l'exercice en groupe change quelque chose ou altère quelque chose ? Est-ce que la dimension vraiment interpersonnelle n'est pas importante, comme en psychanalyse où il y a finalement le grand autre et où on a besoin d'une écoute qui ne peut passer que par un autre sujet ? Alors, merci pour cette question. On a quasiment un groupe de discussion à bâton rompu sur les liens entre psychanalyse et tarot. Mais c'est pas des questions qu'on peut, c'est pas des questions qu'on peut trancher facilement. Surtout que on n'est pas psychanalyste ou clinicienne, donc on n'a pas de clinique. Donc voilà. J'émets toutes ces précautions. Et par contre, je pense que justement, ce qui est un des points de divergence, comme vous l'avez nommé, c'est effectivement le fait que l'écoute dans le tarot, elle peut être
elle peut engager plusieurs sujets. Je pense que, et ça c'est un vrai point de divergence avec la psychanalyse, mais aussi ce qu'on formule, c'est que, à notre avis, il est important que tout le monde soit d'accord dans le cadre d'énonciation. Et ça, c'est aussi contraire à d'autres pratiques du tarot, où il y a certains cartomanciens qui ont pu avoir un usage extrêmement théâtral des tirages d'arcanes, qui ont pu le faire de manière extrêmement publique. Bon, si toutes les personnes sont impliquées, pourquoi pas ? Mais moi, ce n'est pas un usage du tarot que je voudrais endosser ou qu'on voudrait endosser ou recommander. Puisque dans cette théâtralité-là, je pense qu'il y a quelque chose avec la psyché qui peut être, à mon avis, un peu intrusif. Et c'est peut-être une limite, mais aussi tous les tirages n'ont pas besoin de porter sur des questions personnelles. On peut très bien poser des questions, entre guillemets, politiques, et c'est même pas pour avoir forcément une réponse, mais c'est pour élaborer. Le tirage peut être le lieu où on élabore une réponse collective aussi, en fait, en interprétant. Le chemin de l'interprétation peut être aussi le jeu ou le lieu où on trouve une réponse collective, en fait. Donc, ça pourrait être une prémisse pour justement cette pratique politique et collective qui ne soit pas forcément autant branchée à la psyché. Et oui, juste soutenir ce qu'Ariane vient de dire, au sens que, oui, ça qu'on cherche à travailler et qu'on a cherché à montrer, c'est la création d'une écoute collective, la création d'un espace collectif dans les cartes. Et voilà, et pas nécessairement la création d'une écoute clinique. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut réapplaudir Ariane et Daniela et faire une... Merci beaucoup. On va faire une courte pause et on reprend dans 10 minutes. Merci.